Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien en cette période très difficile de confinement. Donc on va enchaîner notre série de vidéos avec la 9e séance de notre cours, dans laquelle on va procéder à l'étude du xylème, suivant son origine. Il convient de distinguer un xylème primaire qui provient de la différenciation du procombium, qui est un méristème primaire bien sûr, et un xylème secondaire qui vient s'ajouter au xylème primaire et qui est issu du fonctionnement du cambium, qui est un méristème secondaire, c'est-à-dire le méristème secondaire qu'on a déjà bien étudié auparavant. Donc le xylème, il va comprendre des éléments conducteurs proprement dits et des éléments accessoires. Et on va commencer par l'étude exhaustive et détaillée des éléments conducteurs, qui comptent deux types. On a les trachéides et on a les vaisseaux. Et on commencera bien sûr par les plus primitifs, qui sont les trachéides, dit encore vaisseau imparfait. Donc, trachéide, c'est l'équivalent de vaisseau imparfait. D'accord? Donc, ce sont des éléments conducteurs. Et le xylème, il compte aussi des éléments accessoires. Et ces éléments accessoires vont être détaillés par la suite. D'accord? Donc, on commence par ces éléments primitifs qui sont formés de cellules mortes, allongées, disposées en fil longitudinal et séparées par des cloisons transversales. D'accord? Donc, c'est la définition de ces trachéides-là. Retenez que ce sont des éléments primitifs formés de cellules qui sont mortes, qui ont une forme allongée et disposées en fil longitudinal, séparées par des cloisons transversales. Leurs extrémités sont effilées. Et la paroi secondaire, elle est peu épaisse, mais elle est rigide car elle est fortement lignifiée. Donc, on a des dépôts de lignine au niveau de la paroi secondaire. On a deux types de trachéides à distinguer, à savoir les trachéides scalariformes. Vous voyez là qu'on a le mot scalariforme, c'est-à-dire une forme en escalier. Les épaississements de lignine vont être en échelle, en escalier ou bien en échelle. Ils sont rencontrés spécialement chez les ptéridophytes. Le deuxième type, ce sont les trachéides aréolés, dont les épaississements de lignine sont continus, sauf au niveau de quelques ponctuations en forme d'aréole, et ce sont des trachéides qui caractérisent les gymnospermes. Donc, vous voici un schéma d'une trachéide à ponctuation scalariforme. Donc, elle apparaît comme ça. Donc, c'est une cellule allongée, coupée en biseau ou bien à extrémité effilée, d'accord, avec des dépôts lignifiés tout autour de la cellule en forme d'échelle, d'accord, qui ne sont interrompus qu'au niveau des ponctuations dites scalariformes. Un autre schéma qui nous montre la même chose, la trachéide scalariforme d'une ptéridophyte, en coupe transversale et en coupe longitudinale. Donc là, c'est la coupe transversale, et là, c'est la coupe longitudinale. Donc, les dépôts de lignine apparaissent en échelle tout au long de la cellule allongée de la trachéide. D'accord? Donc, pour les ponctuations aréolées ou bien les trachéides aréolés, ils caractérisent les gymnospermes, on vient de le dire, ils apparaissent comme ça. Vous voyez que les dépôts de lignine sont continus tout au long de la cellule allongée qui est la trachéide. Ils ne sont interrompus qu'au niveau de points bien déterminés qui sont les aréoles. D'accord? Ce sont des ponctuations aréolées. On coupe longitudinale, ça apparaît comme ça. D'accord? Donc, on a le trou qui est la ponctuation délimitée par les dépôts de lignine. D'accord? En termes de remarques, sachez qu'on a deux autres types de trachéides. On a les trachéides dites annelées et les trachéides spiralées. Ce sont deux types de trachéides qui apparaissent au début de la vie d'un végétal, c'est-à-dire chez les jeunes végétaux. D'accord? Donc, les ptéridophytes et les gymnospermes de bas âge, ils ont des trachéides annelées et spiralées qui vont se développer pour donner soit une trachéide scalariforme chez les ptéridophytes, soit une trachéide aréolée chez les gymnospermes de type 1. Sachez aussi qu'en fin de la différenciation, tout le protoplasme des cellules qui vont évoluer vers une trachéide est autolysé, c'est-à-dire va être dégradé. Et chaque trachéide va communiquer avec les cellules voisines via les ponctuations. Et les ponctuations vont être rencontrées au niveau de la paroi secondaire.
D'accord? Il n'existe à leur endroit que la paroi primaire qui est traversée par les plasmodèsmes. D'accord? Ces petits canaux fins qui vont assurer la communication entre deux cellules adjacentes. D'accord? On doit distinguer deux types de ponctuation, les ponctuations simples et les ponctuations aréolées. On arrive maintenant aux vaisseaux ligneux, bien les vaisseaux parfaits, la deuxième composante du xylème. Ce sont des éléments conducteurs morts, comme les trachéides, mais qui sont caractérisés par un état qui est beaucoup plus évolué que les trachéides. Et ça caractérise les végétaux évolués comme les angiospermes. Ce sont des tubes continus formés par la superposition de cellules mortes dont les cloisons transversaux ont disparu. On a une disparition complète, une autolyse complète des cloisons transversaux qui séparent deux cellules adjacentes. Ce qui fait que vers la fin, on se retrouve avec de longs tubes et entourés par leurs parois extérieures, d'accord, les parois externes qui sont fortement lignifiées avec des épaississements en lignine très accentués. Contrairement à une trachéide qui ne provient que d'une seule cellule, un vaisseau est en fait formé par le groupement de plusieurs cellules différenciées disposées bout à bout pour former le long tube ou bien le long vaisseau ligneux. D'accord? Et d'après les épaississements de lignine, on peut distinguer plusieurs types de vaisseaux. On a les vaisseaux annelés, avec des dépôts de lignine sous forme d'anneaux. Les vaisseaux spiralés, avec des dépôts de lignine sous forme de spire. Les vaisseaux rayés, dont les dépôts de lignine se forment de bandes transversales. Et si les bandes sont nombreuses, les vaisseaux sont dits réticulés. Donc, les vaisseaux réticulés, c'est une variante des vaisseaux rayés, quand les bandes sont très, comment dirais-je, nombreuses et l'espace entre les bandes est très réduit. Les vaisseaux ponctués, le dépôt de la lignine, il se forme d'une couche continue présentant de temps en temps des ponctuations aréolées. D'accord? Ce sont les vaisseaux ponctués. Et vous voici un schéma qui résume ces 5 types de vaisseaux. Donc, vous voici un vaisseau annelé avec des dépôts de lignine en anneaux. Ça caractérise généralement, avec les vaisseaux spiralés, ça caractérise généralement les jeunes végétaux, d'accord, les végétaux à bas âge. Et plus le végétal grandit en âge, on aura la mise en place de vaisseaux rayés, réticulés et ponctués. Et la caractéristique que vous devez garder, c'est l'augmentation de la lumière interne du vaisseau. Donc, les vaisseaux deviennent de plus en plus gros en diamètre, mais aussi le type de dépôt de lignine varie aussi. Donc, on a ici les dépôts de lignine en rayure, d'accord, en bande bien rayée, d'accord. Là, c'est réticulé. Les bandes sont très liées, d'accord, avec des espaces très réduits. Et là, c'est un dépôt continu de lignine interrompu au niveau des ponctuations aréolées. Donc, vous voici un tableau qui va vous dresser une comparaison entre trachéides et vaisseaux ligneux, donc un vaisseau imparfait et vaisseau parfait. On va s'intéresser à 6 caractéristiques. Pour le degré d'évolution, les trachéides, ce sont des vaisseaux primitifs, peu spécialisés, alors que les vaisseaux ligneux parfaits sont beaucoup plus spécialisés et très efficaces dans la conduction de la sève. La localisation, en termes de localisation, les trachéides caractérisent les gymnospermes et les ptéridophytes, alors que les vaisseaux ligneux, ça caractérise les angiospermes, le groupe de végétaux les plus évolués. En termes de structure, une trachéide elle est formée par une seule cellule, alors qu'un vaisseau elle est formé par la superposition de plusieurs cellules. Quant à la forme des cellules, les trachéides, ce sont des cellules allongées aux extrémités et filées en biseau, alors que le vaisseau ligneux, ils ont un diamètre beaucoup plus important, plus large que les trachéides, et on a une superposition de plusieurs cellules avec résorption et dégénérescence des cloisons transversaux. Pour la paroi transversale, je viens de le dire, elle est présente chez les trachéides
Et la sève va passer d'une cellule à l'autre via les ponctuations qui se trouvent au niveau de ces parois transversales, alors que chez les vaisseaux ligneux, on a absence totale des parois transversales, ce qui rend ces vaisseaux-là très efficaces dans le transport de la sève. Le rôle des trachéides, c'est un rôle de transport, mais aussi un rôle de soutien, alors que les vaisseaux ligneux, leur rôle principal, c'est surtout le transport de la sève. On passe maintenant aux éléments accessoires qui vont accompagner le xylème, trachéide et vaisseau parfait. On commence par les fibres xylémiennes. Ce sont des cellules allongées aux extrémités effilées. Elles ont un rôle de soutien, principalement de soutien. Leur paroi est très épaisse et leur lumière est très réduite. Elles présentent des ponctuations et ce sont des éléments qui sont morts. Il n'y a pas de noyau au niveau de ces fibres xylémiennes. Les parenchymes ligneux, ce sont des cellules vivantes dont la paroi peut rester cellulosique ou bien se lignifier dans certains cas, suivant les espèces. C'est un tissu de réserve. On peut trouver dedans soit des grains d'amidon, soit des inclusions huileuses, lipidiques. Selon la position du parenchyme, on peut distinguer deux types de parenchyme. On a le parenchyme ligneux vertical et le parenchyme ligneux horizontal. D'accord ? Ce sont deux types de parenchymes sur lesquels on va revenir par la suite. On arrive maintenant à la différenciation entre xylème primaire et xylème secondaire, et on commence par le xylème primaire. Les éléments du xylème primaire dérivent des cellules qui sont nées du fonctionnement d'un méristème primaire qui se trouve au niveau des extrémités des tiges et des racines. C'est le procambium. Donc, ces éléments-là sont disposés dans les organes en faisceaux vasculaires, c'est-à-dire des faisceaux ligneux. Un faisceau, c'est un ensemble de vaisseaux. Donc, plusieurs vaisseaux forment un faisceau. D'accord ? Suivant l'ordre d'apparition et donc de différenciation des éléments, on va distinguer un protoxylème et un métaxylème. On va détailler chacun de ces deux types-là séparément. On commence par le protoxylème. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je n'arrive pas à bien articuler. Donc, le protoxylème, il est constitué par les premiers éléments ligneux différenciés avant que ça ne soit achevé la croissance de l'organe. Il est formé de trachéides, annelés et spiralés. D'accord ? Il existe chez toutes les plantes vasculaires. Donc, ça apparaît comme ça. Donc, un protoxylème, c'est ça. Donc, ce sont des trachéides annelés ou bien spiralés, d'accord, qui caractérisent les végétaux à bas âge, d'accord, qui sont en cours de croissance, qui n'ont pas encore achevé leur croissance. Le métaxylème, lui, il est formé par des éléments conducteurs différenciés lorsque la croissance de l'organe est achevée. D'accord ? Il apparaît au contact du protoxylème. D'accord ? C'est une continuité du protoxylème et il correspond à des trachéides chez les ptéridophytes et les gymnospermes et à des vaisseaux ligneux chez les angiospermes. D'accord ? Donc, vous voici un tableau qui vous dresse les principales caractéristiques du protoxylème et du métaxylème d'une spermaphyte. Donc, un protoxylème, ça apparaît dans les organes en pleine croissance, alors que le métaxylème, il apparaît dans les organes ayant terminé leur croissance. Donc, le protoxylème, il est le premier formé, alors que le métaxylème, c'est une formation beaucoup plus récente par rapport au protoxylème. Histologiquement parlant, le protoxylème, il a une structure histologique très simple, avec quelques éléments conducteurs, sous forme de trachéides et de vaisseaux très primitifs, de faible diamètre, en format soit annelé ou spiralé, et beaucoup de parenchymes. Les tissus sont de courte durée, étirés, ils vont par la suite être écrasés et finissent par se résorber complètement pour laisser la place à au métaxylème en fait. D'accord ? Donc l'histologie est beaucoup plus complexe puisque ce sont des éléments de plus grand diamètre, soit rayés, réticulés ou bien ponctués, que ce soit une trachéide ou bien un vaisseau d'angiosperme. Donc on va avoir des formes qui sont beaucoup plus évoluées, d'accord, par rapport au protoxylème, pardon, d'accord.
donc les trachéides chez les ptéridophytes et les gymnospermes, et des vaisseaux qui sont parfaits chez les angiospermes, avec des parenchymes et parfois même des fibres. C'est un tissu persistant, qui persiste beaucoup plus longtemps et qui n'est jamais étiré. D'accord? En termes de remarques, sachez que les premiers éléments ligneux formés dans un organe présentent des cloisons transversales et forment des vaisseaux imparfaits au début. D'accord? On en a déjà parlé. Ensuite, ces cloisons vont disparaître et à la place, on va voir, ou bien, va se former une ouverture ou une perforation qui va faire directement communiquer les deux cellules voisines. D'accord? Donc, au début de la formation d'un vaisseau conducteur, on a cet aspect-là avec des cloisons transversales qui sont encore présentes et au fil de la différenciation, de l'âge, de la croissance de l'âge de l'organe, on aura la disparition progressive de ces cloisons transversaux. On arrive maintenant au xylème secondaire. Chez les gymnospermes et la plupart des angiospermes dicotylédones, il existe un xylème secondaire qui a pris naissance à partir du fonctionnement d'un méristème secondaire, dont on a déjà parlé, c'est le cambium. Et ce tissu-là va prendre un développement considérable dans les tiges et les racines, où il va constituer ce qu'on appelle le bois. Donc, le xylème secondaire, qui dit xylème secondaire, dit bois. On en a déjà parlé, donc revenez sur les détails du xylème secondaire. Donc, ça apparaît comme ça. Donc, on a l'écorce et le bois, la couche du bois, qui est le xylème secondaire, qui sépare la moelle de l'écorce. D'accord? Donc, avec un schéma beaucoup plus détaillé. Donc, vous voici le xylème secondaire ici, le cambium qui sépare le xylème secondaire du phloème secondaire, et là, l'écorce interne, le parenchyme qui se trouve ici, puis on a l'écorce externe qui est formée par le liège. D'accord? En coupe transversale, les cellules cambiales apparaissent rectangulaires et aplaties. Mais en coupe longitudinale, on doit distinguer deux types de cellules cambiales, à savoir les initiales fusiformes, à l'origine des éléments verticaux du bois et du libère, et les initiales courtes qui sont à l'origine du parenchyme horizontal, c'est-à-dire qu'ils vont former les rayons libéreux ligneux. Donc, vous voici une coupe qui vous montre ça. Donc, en coupe transversale, on voit bien les cellules cambiales rectangulaires, aplaties, d'accord? Alors qu'en coupe longitudinale, on distingue deux types d'initiales. On a les initiales courtes qui vont assurer l'apparition des parenchymes horizontaux, d'accord, qui vont former par la suite les rayons, sur lesquels on va revenir par la suite. Et là, les initiales fusiformes qui vont être à l'origine des éléments verticaux du bois et du libère, c'est-à-dire du phloème secondaire. Chez les gymnospermes, le système vertical il est constitué de trachéides et le système horizontal il est constitué de rayons ligneux unisériés. Le bois des gymnospermes a un aspect donc homogène, il est dit homoxylé. D'accord? Donc on a des trachéides étroites qui caractérisent le bois d'été et des trachéides beaucoup plus larges avec un cytoplasme ou bien une section transversale beaucoup plus large, ça caractérise le bois du printemps. D'accord? Et là, on a les rayons ligneux unisériés, c'est-à-dire formés par une seule strate cellulaire. Donc, ce qui fait qu'on a un bois dit homoxylé chez les gymnospermes. Le bois d'été et le bois du printemps forment une cerne. Donc, pour beaucoup plus de détails, donc on coupe transversale, colorée au carmino vert, on a un rayon ligneux unisérié, d'accord, une trachéide, un cerne homoxylé, c'est-à-dire un cerne formé par les bois de l'été et le bois du printemps. D'accord, c'est un bois homoxylé fortement homogène. Donc, pas de distinction entre, pas d'hétérogénéité au niveau des trachéides et des vaisseaux du xylémien. Chez les angiospermes dicotylédones,
Le système vertical, il va être formé par des vaisseaux au lieu du trachéide, un parenchyme et des fibres. Et le système horizontal, il est formé par des rayons ligneux, unisériés et ou multisériés. Le bois des angiospermes a un aspect hétérogène, il est donc dit hétéroxylé. Donc ça apparaît comme ça. Donc là, c'est le bois d'été, qui se caractérise toujours par un rétrécissement de la lumière des vaisseaux et aussi des fibres. Mais le bois du printemps, donc vous voyez que les vaisseaux sont beaucoup plus grands, avec une lumière très développée. Donc là, c'est le parenchyme ligneux horizontal, et là, c'est le parenchyme ligneux vertical, unisérié ici, et là, multisérié, c'est-à-dire plusieurs couches superposées. Ce qui fait que c'est un bois hétéroxylé qui caractérise les angiospermes. Donc, un bois d'été et un bois de printemps forment une scène qui caractérise donc une année de la vie d'un végétal. On arrive maintenant, comme ça on aura terminé l'étude détaillée du xylème et on va droit vers l'étude du phloème. Donc, comme le xylème, le phloème est constitué d'éléments conducteurs et d'éléments accessoires. Il faut également différencier un phloème primaire issu du procambium qui est un méristème primaire et un phloème secondaire issu du cambium qui est un méristème secondaire. Le phloème va assurer la conduction de la sève élaborée, alors que le xylème, on l'a dit, il assure la conduction de la sève brute. Ces éléments sont disposés dans les organes végétaux en faisceaux criblés. Au bout de la différenciation du phloème, c'est le protophloème qui va se former au début de la différenciation du phloème, c'est le protophloème qui va se former. Lorsque la croissance de la partie de l'organe est achevée, on parle alors d'un métaphloème qui va naître. D'accord? Donc, vous voici des schémas qui illustrent ce phloème. Donc là, ce sont les cellules compagnes. Là, c'est une cellule criblée. D'accord? Là, deux cellules criblées sont séparées par une plaque criblée ou bien un crible. Et le phloème et le xylème forment, la juxtaposition du phloème et du xylème forme ce qu'on appelle le faisceau cribrovasculaire. D'accord? Normalement, l'organisation du faisceau cribrovasculaire diffère d'un organe à un autre. La disposition dans une tige, ce n'est pas la même que dans la racine, ce n'est pas aussi la même qu'au niveau d'une feuille. Pour les éléments conducteurs, appelés aussi tubes criblés, chaque tube criblé il est formé par une file longitudinale de cellules criblées. Et une cellule criblée est une cellule vivante, allongée, avec un noyau qui a subi une dégénérescence, et puis il a disparu, mais il a conservé une membrane cellulosique, qui se colore au carmine vert avec une couleur rose. Les parois transversales sont percées de ponctuation, souvent groupées dans des plages, ayant l'apparence de cribles. Elles sont appelées les plages criblées. Et au niveau d'un crible, séparant deux cellules criblées, les cytoplasmes fusionnent et il y a une continuité cytoplasmique entre deux cellules. C'est ainsi que peut s'effectuer le transport de la sève élaborée à travers ces cellules ou bien ces ouvertures au niveau de ces cribles-là. En termes de première remarque, vous devez distinguer deux choses, ce qu'on appelle les plages criblées et les plaques criblées. Les plages criblées, ils sont constituées de pores étroits. On les trouve au niveau des cellules criblées, caractéristiques des gymnospermes et des ptéridophytes, c'est-à-dire les groupes primitifs, d'accord, moins évolués. Alors que les plaques criblées, le mot plaque vient pour substituer plage, ils sont constitués de pores de grande taille. On les trouve surtout chez les angiospermes au niveau de leur élément de tube criblé. La deuxième remarque parlera de la conservation d'un protoplasme. Un élément criblé, il va conserver un protoplasme vivant, mais il diffère des autres cellules vivantes de la plante. Pourquoi? Parce qu'on observe la disparition du noyau, de la vacuole, des ribosomes et de l'appareil de Golgi. Donc, les principaux organites cellulaires vont disparaître. Seule la membrane plasmique va rester.
le réticulum endoplasmique et quelques plastes et quelques mitochondries vont persister au niveau de ces cellules-là. D'accord? Ce qui va leur permettre de conserver leur vie, en fait. C'est bon? La durée de vie des tubes criblés, elle est variable et elle va suivre ce qu'on appelle le cycle végétatif. D'accord? Puisque la circulation de la sève élaborée n'est pas continue chez un végétal. Elle est interrompue à la fin du cycle végétatif. C'est pour cela que les cellules vont fonctionner un seul cycle. Et à la fin de chaque cycle, les cribles vont se couvrir de callose, ce qui va provoquer l'arrêt de la sève. Et l'obturation par le cal peut être définitive dans certains cas, ce qui va provoquer la mort des cellules criblées. Chez certaines espèces, par contre, le cal va se dissoudre au printemps suivant, ce qui va libérer les cribles et permet au tube de vivre plusieurs cycles consécutifs. D'accord? Donc, on arrive maintenant aux éléments accessoires des tubes criblés. Il s'agit des cellules dites compagnes, ou bien des cellules annexes. Ils vont se former par cloisonnement longitudinal de la cellule initiale du tube criblé. Ils n'existent que chez les angiospermes. Ils sont petites et possèdent un cytoplasme dense, un noyau normal et des vacuoles. Leur rôle est de remplacer la cellule criblée en cas de besoin. Puisque les cellules criblées des ptéridophytes peuvent mourir pour une raison ou une autre, on aura cette cellule compagne ou bien annexe qui va se différencier et donner naissance à une cellule criblée bien fonctionnelle. Les cellules criblées des ptéridophytes et des gymnospermes sont associées au lieu des cellules compagnes de ce qu'on appelle des cellules albumineuses qui vont jouer le même rôle des cellules compagnes. Le parenchyme phloémien, le deuxième tissu accessoire, il est composé de cellules généralement riches en amidon. Il a un rôle de réserve. Les fibres phloémiennes, elles peuvent être lignifiées ou cellulosiques. Elles ont une paroi épaisse et ce sont des éléments morts qui ont un rôle spécifiquement de soutien. D'accord? Donc, une coupe longitudinale d'un phloème nous laisse voir une plaque criblée, des éléments du tube criblé, c'est-à-dire les cellules criblées alignées verticalement l'une, juxtaposées l'une à côté de l'autre, d'accord? Et le long d'une cellule criblée, on a ce qu'on appelle la cellule compagne. Et entre deux faisceaux phloémiens, on a des fibres. Et on note aussi la présence d'une protéine dite P, la protéine P. Donc, pour beaucoup plus de détails, voici un autre schéma. Donc, voici la cellule compagne avec son noyau, la paroi criblée et un tube criblé délimité par deux parois criblées. D'accord? Et là, c'est une vue au microscope des tubes criblés qui fait apparaître et laisse voir nettement le crible chez, bien sûr, une angiosperme. Chez une gymnosperme, au lieu d'avoir une cellule compagne, on a une cellule albumineuse qui est de petite taille par rapport à la cellule criblée, d'accord? Avec des fibres, bien sûr, des cellules parenchymateuses et des cellules criblées bien organisées. Donc, allons maintenant vers la mise en exergue de la différence entre un phloème primaire et un phloème secondaire. C'est quoi un phloème primaire? Un phloème primaire, c'est un ensemble d'éléments disposés en amas, appelés faisceaux criblés. Par ordre de différenciation, on va distinguer le protophloème, qui va apparaître lorsque l'organe est encore jeune, et par la suite, ce protophloème il va être étiré et écrasé, comme le protoxylème. Donc, la même évolution qu'on a vue pour le protoxylème, pour donner naissance, ou bien laisser la place au métaphloème, qui est constitué de types criblés différenciés, apparaissant lorsque l'organe végétal est adulte. Et ces cellules persistent beaucoup plus longtemps par rapport au protophloème. Donc, on arrive maintenant au phloème secondaire, ou bien le libère. Donc, le phloème primaire, on en a parlé. Donc, ce sont deux types de phloème, protophloème et métaphloème. Mais le phloème secondaire, appelé aussi libère, il prend naissance à partir de la différenciation, bien de l'activité du cambium, qui est un méristème secondaire. Et on doit distinguer entre
les caractéristiques des gymnospermes ne sont pas celles des angiospermes et des ptéridophytes. Donc, on va commencer par le libère des gymnospermes. Il est formé de tubes criblés sans cellules compagnes. Il est meulé avec des cellules de parenchyme riches en amidon et en tannin. Et les rayons libériens sont unisériés. On en a déjà parlé, c'est comme le xylème. Le libère des angiospermes, lui, il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus diversifié que celui des gymnospermes. Les cellules criblées sont accompagnées de cellules compagnes, on a déjà dit ça, et les rayons libériens peuvent être unisériés ou bien pluricériés suivant les espèces et suivant les familles d'angiospermes. Donc, le libère, il a toujours un paroi pictocellulosique, une paroi primaire uniquement. Il est formé de deux systèmes. Un système vertical, formé par les cellules criblées, les cellules compagnes et le parenchyme, et un système horizontal formé par les rayons libériens unis ou bien multisériés suivant les groupes de végétaux. Suivant, si on est dans le groupe des gymnospermes, on est dans le cas de rayons libériens unisériés, mais chez les angios, on peut trouver unis ou bien multisériés. D'accord? Pour récapituler tout ça, sachez qu'on a deux grands types de tissus de soutien. On a les tissus non lignifiés formés par le collenchyme et les tissus de soutien lignifiés formés par le sclérenchyme. Alors que les tissus conducteurs, on a aussi les non lignifiés, c'est le phloème, et les lignifiés, c'est le xylème. Et sur ce, je vous laisse. Pardon, on a encore un petit paragraphe à débattre. C'est la différenciation et la dédifférenciation cellulaire. On commence par la différenciation cellulaire. Les cellules issues des divisions méristymatiques vont se transformer en cellules adultes. Cette transformation, c'est la différenciation. Et les cellules vont acquérir, au cours de leur maturation, une forme, une structure, une physiologie propre à chaque tissu. On va prendre comme exemple la différenciation des tubes criblés et des cellules compagnes. Donc, à partir d'une cellule méristymatique du procombion, qui va se diviser, qui va donner deux cellules de taille inégale, la première cellule sera la cellule criblée et la deuxième cellule sera la cellule compagne. Ils sont réunis l'une à l'autre par de nombreux plasmodèses et la cellule compagne va se différencier avec un cytoplasme dense, des ribosomes abondants et un noyau volumineux. Et la future cellule criblée va s'allonger, ces vacuoles vont fusionner entre elles et on a une grande vacuole et le cytoplasme va s'appauvrir au fur et à mesure que la cellule s'allonge. Les parois longitudinales vont s'épaissir mais restent cellulosiques. Et le noyau va dégénérer, la vacuole va disparaître et les parois transversales aussi vont être percées de pores et vont former des cribles. Donc, toutes ces étapes-là sont illustrées sur ce schéma. Donc, voici la cellule initiale méristymatique du procombion. Et là, c'est la première mitose qui va nous donner deux cellules d'inégale taille, une cellule de petite taille qui est la cellule compagne, une autre qui va s'allonger et va évoluer vers une cellule criblée. D'accord? Donc, toutes les étapes sont montrées ici. Donc, c'est grâce au corpuscule de la protéine P qu'on aura cette formation des plasmodèses au niveau des pores entourés de plaquettes de callose. D'accord? Donc, ce sont des pores en développement. La dispersion des corpuscules de la protéine P qui vont assurer la dégénérescence de tous les organes, d'accord, pour avoir une cellule vide, mais qui conserve sa vie. C'est une cellule vivante avec des pores ouverts, des cribles de part et d'autre, un en haut et l'autre en bas. D'accord? Donc un autre schéma qui va résumer la différenciation des tubes criblés. Donc A, mitose de la cellule mère du tube criblé. B, tube criblé et cellule compagne immature. Dégénérescence du noyau et de la vacuole et formation des pores. Et en D, c'est un tube criblé mature, pas de noyau, ni de vacuole, ni de réticulum endoplasmique, ni de chloroplaste, ni de mitochondrie. Et le rôle de la protéine P, c'est de former les pores en cas de besoin. Je l'ai déjà mentionné il y a quelques secondes. Le deuxième exemple, c'est la différenciation d'un vaisseau ligneux. C'est ce qu'on appelle la trachéogénèse. Donc, à partir d'une cellule du procombiome toujours, qui va s'allonger, qui va se vacuoliser rapidement, et là, elle va élaborer à l'intérieur de sa paroi des dépôts de lignine de diverses formes.
Puis avant que le dépôt ligneux ne soit achevé, on aura la dégénérescence de la cellule va commencer. Donc on va voir une dégénérescence progressive de la cellule et tous les organes cellulaires vont disparaître. Les parois transversales se résorbent, ce qui fait communiquer les vaisseaux qui sont des éléments morts. Donc, vous voici un schéma récapitulatif de ce que je viens de dire. Donc, à partir d'un jeune vaisseau, synthèse de la paroi secondaire, puis dégénérescence du noyau du cytoplasme et de la paroi primaire entre cellules voisines, et les vaisseaux matures qui va conserver uniquement la paroi fortement lignifiée. Donc, c'est une cellule, c'est une mort cellulaire programmée. Donc, on arrive maintenant à ce qu'on appelle la dédifférenciation cellulaire. Donc, vous trouvez là le préfixe D et différenciation. Donc, la dédifférenciation, c'est le retour à l'état méristhématique des cellules qui sont déjà différenciées, qui sont capables de faire ce retour-là. On les qualifie, on dit qu'ils ont fait une dédifférenciation. Ils vont perdre leur spécialité et retrouvent leur aptitude à se diviser. D'accord ? C'est ce qu'on observe dans les cultures in vitro ou lors du bouturage des plants, par exemple. Et les cellules capables de se différencier sont les cellules du parenchyme, les cellules du collenchyme et les cellules épidermiques. Mais les tubes criblés et tous les éléments morts de la plante sont incapables de dédifférenciation. Donc sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous la séance prochaine.